Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans le 22h. Voici les principaux titres. Les Guinéens se prémunissent contre le Covid-19 en se vaccinant. Les vaccins russes et allemands sont présents dans les seringues et ne rencontrent pour l'heure aucune résistance sur les sujets ciblés. Vous aurez dans ce journal l'illustration du passage des hommes en blouse blanche au secrétariat général des affaires religieuses. Le viol, bien plus qu'un fléau, une épidémie en Guinée. Les cas se multiplient, se médiatisent, mais beaucoup sont étouffés par le poids de la famille. Mais cela n'entame pas la détermination de l'OPROGEM en tant que l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Vous aurez donc dans cette édition plus d'explications. Et en fin d'édition, nous nous rendrons à Bokeh, précisément à Tombeta, dans la ville de Kamsar, où des centaines de femmes se sont reconverties en casseuses de pieds. Un travail physique pénible et dangereux pour leur santé. Ce sera le grand angle de la rédaction de ce soir. Ouvrons à présent le bal avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a procédé ce mardi à la signature d'un protocole d'accord avec l'agence française Expertise France spécialisée dans le financement des projets techniques à dimension internationale. L'objectif de cet accord consiste à aider la Guinée à maîtriser les maladies infectieuses dans tous les établissements de soins alors que le pays traverse une crise liée à deux maladies infectieuses. Mariam Fodé Camara, Justin Leno, Yacouba Traoré. Il s'agit d'un projet d'appui technique de Expertise France, une agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique. De 3 projets en 2015, Expertise France met en œuvre aujourd'hui 9 projets et 4 missions d'assistance technique à la disposition de la Guinée pour une enveloppe financière de plus de 23 millions d'euros, soit plus de 278 milliards 200 millions de francs guinéens. Expertise France accompagne la Guinée depuis plusieurs années dans le secteur de la santé. Nous sommes très heureux cette année d'avoir près de 20 millions d'euros de projets mis en œuvre dans le secteur de la santé au service des Guinéens sur un certain nombre de secteurs et grâce à l'Union européenne, grâce à la France, grâce à l'Agence française de développement et en l'occurrence le projet que nous venons de signer avec Monsieur le ministre de la Santé à l'instant vise à renforcer la protection contre les risques d'infection dans les centres de santé de Guinée. Le ministre guinéen de la Santé et de l'Hygiène publique, le général médecin Rémi Lama, est tout soulagé cet après-midi pour la signature d'un protocole d'accord. Un protocole qui va aider la Guinée à maîtriser le risque infectieux dans tous les établissements de soins. Il arrive à un moment où le pays fait face à une des maladies les plus infectieuses du moment. Nous avons signé cette convention relative à la prévention contre les infections dans les milieux hospitaliers au niveau du pays. Et vous savez, comme vous venez de le dire tantôt, nous sommes en face de 2 épidémies, la Covid-19 et Ebola qui a ressurgi en région forestière. Et pour que nous puissions réduire au strict minimum la chaîne de transmission, il faut obligatoirement passer par la PCI. À sa création en 2015, Expertise France s'est d'abord engagée aux côtés des Guinéens avec la première épidémie à virus Ebola. Elle a aussi participé au renforcement du système de santé avec 3 autres projets terminés en 2018. Registre santé toujours, la vaccination contre la Covid-19 se poursuit en Guinée principalement avec les vaccins chinois allemands, contrairement aux pays européens qui suspendent l'utilisation de certains vaccins. Ces 2 n'ont pour l'heure fait aucune réaction, mauvaise réaction donc sur les sujets ciblés. Leur efficacité n'est donc pas remise en cause. Bernard Koundono, Abdoulaye Camara. En Guinée, la vaccination contre la Covid-19 a débuté depuis bientôt 1 mois. Avant de recevoir les doses, les bénéficiaires doivent remplir un formulaire qui indique quelques effets secondaires comme les maux de tête qui peuvent facilement se soigner, disent les agents de santé. Cette fille qui s'est confiée à nous sous couvert de l'anonymat a reçu sa première dose de vaccin chinois Sinopharm. Au lendemain de sa vaccination, elle a senti en elle quelque chose d'inhabituel. Quand j'ai pris le vaccin, en même temps, je n'ai pas eu de douleur.
Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai mon bras, là où j'ai pris le vaccin, qui s'est enflé. Le lendemain, j'ai eu des courbatures, des maux de tête et ça m'a empêché de faire mes activités. En Europe, après l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, c'est la France qui vient de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La Guinée n'utilise pas pour le moment ce vaccin et pour l'heure, aucune réaction négative n'est encore officiellement annoncée depuis le début de la vaccination. En tout cas, à l'heure là, je n'ai rien comme inconvénient, je n'ai rien reçu. Donc j'ai parti, comme vous savez, il nous a donné un papier, on a lu les inconvénients qu'il doit nous apporter. Cette phobie de se faire vacciner n'affecte cependant pas tout le monde. Du moment où l'efficacité des vaccins est avérée par les scientifiques, les gens doivent se faire vacciner pour vaincre le virus, estime ce religieux. Si le médecin te dit de pratiquer quelque chose, de faire quelque chose, en tant que c'est lui qui connaît ce métier, il faut l'accepter. Sputnik V et Sinopharm sont pour le moment les deux vaccins admis par les autorités guinéennes. Mais la suspension de l'utilisation du vaccin AstraZeneca en Europe sème la trouble au sein de la population et amène certains à se méfier de ces vaccins russes et chinois. Dans le même cadre, toujours, le personnel du secrétariat général aux affaires religieuses a pris le vaccin russe ce mardi à la Ligue islamique. Avant la prise de la première dose, une note circulaire est soumise à tous les candidats à la vaccination. Des effets secondaires mais passagers pourraient survenir et le comportement adopté également a été expliqué. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara pour les explications. L'équipe de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a pris le temps d'expliquer les effets secondaires que pourraient rencontrer les candidats pour la vaccination. Après avoir rempli une note, un petit échange s'effectue avant la dernière étape. Pour le moment, je ne sens pas une sensation autre que celle que j'avais. Pour le moment, je me sens parfaitement bien. Pour le moment, je n'ai rien. Je me porte bien et ça va. Cette pandémie, c'est une occasion pour les États d'entrer définitivement dans l'histoire. Tous les gouvernements actuels sont confrontés à cette maladie. Et ces derniers seront jugés à travers l'effort qu'ils auront fourni pour protéger leur population, leur peuple. Certains justifient leur motivation par le respect des prescriptions divines, les recommandations de l'envoyé de Dieu et la gratuité de la dose. Le vaccin, d'abord, je n'ai rien payé pour être vacciné. Le Tout-Puissant Allah a dit que chaque maladie qu'il a créée, il a créé aussi des remèdes. Donc les scientifiques ont attesté que ces vaccins sont des remèdes, donc je crois à ça. La tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Dieu vous veut vivant. Quand vous tombez malade, cherchez des médicaments pour vous soigner. Je suis dans cette trajectoire-là. Mon gouvernement également. Si je viens aujourd'hui, le gouvernement a trouvé des vaccins pour vacciner sa population. Je suis obligé d'accepter ce vaccin et comme l'administre, je suis à cet état-là. 3 semaines après, ils reviendront prendre la seconde dose. Et puis cette brève au nom et pour le compte de l'Internationale libérale, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée devait prendre part aux obsèques de l'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko décédé récemment, mais il en a été empêché, contrairement à la fois dernière. Cellou Dalein Diallo avait pu embarquer à bord de l'avion au moment où des agents donc en uniforme, après négociation avec l'équipage, ont obtenu son débarquement de l'avion. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, comme annoncé dans les titres, le viol sur mineurs, on en parle encore dans cette édition d'information de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Au projet Manabrégé a présenté ce mardi un présumé violeur à la presse. Il aurait abusé d'une fillette de 7 ans. Malik Sangana Kamara et Tierno Sadouba pour le reportage. L'acte s'est produit le 7 mars dernier dans un secteur de Coronti appelé Brésil, dans la commune de Kaloum. C'est une fillette âgée de 7 ans qui aurait été physiquement agressée par ce jeune homme de 22 ans avant d'être violée, explique la directrice adjointe de l'OPROGEM. Des cris poussés par la fillette
ont attiré l'attention de l'entourage. Et c'est le public qui a conduit le présumé violeur chez nous, ainsi que la victime. Arrivé dans nos locaux, la victime a été référée comme d'habitude à la médecine légale. L'ITT est de 21 jours, mais dans le rapport, il y a une hypermie au niveau de la partie droite de l'œil, mais aussi il y a un œdème au côté de l'œil droit. La victime, qui revendait de l'eau glacée dans la rue, était terrifiée par l'acte qu'elle venait de subir, relate Marie Gomez. Quant au présumé violeur, il était en ce moment sous l'effet de l'alcool. Marie Gomez encourage cependant les parents à déclarer aux autorités compétentes des agissements de ce genre afin de punir, comme le prévoit la loi. Nous demanderons toujours aux parents d'avoir le courage de venir dénoncer auprès des services de sécurité. C'est la première recommandation que nous demanderons aux parents, mais aussi de veiller aux enfants, parce qu'il y a une démission parentale qui prévaut. Le présumé violeur, dans les mailles de la police, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il sera traduit devant la justice dans les jours à venir, promet la directrice adjointe de l'OPROGEM. Au cours de cette année 2020, ce service dit avoir enregistré, selon Marie Gomez, 374 cas de viol. Phénomène donc à contrôler. En 2019, près de 2411 Guinéens ont débarqué sur les côtes italiennes en empruntant la voie irrégulière. Les chiffres ont certes baissé par rapport aux années précédentes, mais le gouvernement guinéen et ses partenaires comptent éradiquer définitivement de ce phénomène. Des programmes de sensibilisation et d'accompagnement dans l'entrepreneuriat jeune sont également mis en place. Mamadou Kalisso, la Messie, l'a compte rendu. Le prix Yagin et Fodé récompense les meilleures productions journalistiques sur la migration et rend hommage aux deux jeunes adolescents morts dans le train d'atterrissage de la compagnie Air Sabena en tentant de rejoindre l'Occident. Ce concours pour nous encourage tous les journalistes à véritablement contribuer dans l'éducation, l'information, la communication et la sensibilisation des familles afin que ces jeunes et leurs familles prennent des décisions éclairées pour leur avenir, à savoir choisir la migration régulière, puisque la migration en elle-même, elle n'est pas interdite. C'est un fait social, c'est tout à fait naturel. Pour cette deuxième édition, 3 thématiques sont retenues. L'impact du Covid-19 sur la migration, les voies régulières de la migration et la traite des êtres humains. Les productions peuvent être en français ou en langue nationale. Quelles sont les catégories? Nous avons la catégorie radio, TV, presse écrite où est inclus le photojournalisme et la presse en ligne plus les blogueurs. Dans chacune des catégories, un lauréat sera récompensé. Les premiers de chaque catégorie recevront chacun un ordinateur portable et un enregistreur numérique. La présidente de APAC Guinée invite les journalistes à diversifier les angles de traitement sur la migration, mettre en relief l'auto-emploi, la migration régulière et interne dans les zones de libre-échange. Il y a combien de Guinéens au Sénégal? Près de 2 millions. Il y en a combien en Côte d'Ivoire? Juste pour l'Afrique de l'Ouest. Et ces Guinéens qui y sont, ils rapatrient énormément de fonds vers la Guinée, à travers leurs familles. Ça, c'est un aspect positif. Et on reste plus ou moins dans la régularité, puisque nous sommes dans l'espace CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens, des Guinéens partent, des Maliens viennent ici, ils sont tout à fait dans des conditions légales. Cette compétition est organisée par l'Association des femmes journalistes de Guinée, appuyée par l'UNESCO à travers son projet de lutte contre la migration clandestine en Afrique occidentale et centrale. Après les villages de Djoumaya, Sogoya, Somaya, ce sont désormais ceux de Doniya et Balaya dans la sous-préfecture de Wonkifo à être inquiétés par les opérations de déguerpissement. Là-bas, des milliers de personnes sont sommées de quitter leur domicile. La raison, la zone qu'ils occupent serait propriété de l'État guinéen. Ils ne l'entendent pas de cette oreille. Cependant, le week-end dernier, ces habitants ont formé un collectif pour exprimer leur désapprobation face à ces déguerpissements qu'ils jugent anarchiques. Les images de nos confrères de Ganga TV sont commentés par Ali Badra Kamara. Ma terre,
ma terre, ma terre. Ce sont les signes d'engagement et de détermination des coutumiers de Dounia et Balaya, des villages qui regorgent des milliers de personnes qui sont aujourd'hui partagées entre l'espoir et le désespoir. Ici, le risque est trop de perdre l'histoire de toute une communauté installée depuis des décennies. S'ils ont besoin de quoi que ce soit ici, qu'ils nous disent nous sommes les propriétaires terriens. On peut leur céder une partie de la terre, mais il ne faut pas qu'on nous chasse. Ici, il n'y a aucune ressource exploitable de quoi peuvent vivre les pauvres populations. Dans ces villages, les habitants ne vivent que de l'activité de la terre et de la pêche. Chaque année, une partie de la récolte est destinée à la consommation et une autre à la commercialisation. Les 15 districts concernés ne savent plus à quel saint se vouer. Cette zone n'est ni lotie, à plus forte raison réservée. C'était loin d'être une zone réservée au moment que nos grands-parents fondaient ces villages. Si vous voyez une forte densité de la population aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont accepté de vivre ensemble ici. Pour éviter les conséquences désagréables des opérations de déguerpissement forcé, une invite a été faite à l'un des fils ressortissants de la localité et aux autorités. Le ministre Kiridi Bangoura est natif de Koya Wonkifon. Nous lui demandons de dire au président qu'on ne connaît nulle part si ce n'est ici. Nos secrets, nos connaissances sacrées, tout est ici. Pendant ce temps, les opérations de déguerpissement des encombrants physiques se poursuivent sur des emprises du Grand Conakry, sous l'œil impuissant des paisibles citoyens. La colère donc de ses habitants. Les femmes marieuses de Petit Bateau étaient en colère également ce mardi. Elles ont battu le pavé devant le ministère des Pêches contre leur déguerpissement du débarcadère de la zone. Suivez. Ces marieuses devraient quitter ce débarcadère à 12 heures. Mais c'est aux environs de 6 heures que les services de sécurité sont venus pour précipiter leur départ. Les pourparlers avec ces derniers n'ont pas pu faire bouger les lignes. Elles ont décidé de battre le pavé au ministère des Pêches, leur département de tutelle, pour être rétablis dans leurs droits. Ce matin, on a assisté à la descente de 4 pick-up. Savané nous a transmis les instructions de la directrice du port pour quitter les lieux. Alors nous sommes venus devant le ministère parce que nous payons nos taxes. À un moment donné, on nous disait que nos barques ne sortaient pas tant qu'on ne paye pas les taxes. Ces pêcheurs ont pourtant négocié avec les Turcs qui leur ont promis de remblayer une partie de la mer pour les recaser. Mais avec cet avis, ce projet risque de ne pas avoir lieu. Tôt ce matin, les policiers et le directeur nous ont dit de quitter. Qu'est-ce que nous pouvons dire ? Alors que nous tous devons profiter l'avantage de nos ressources. Ce que nous gagnons, on n'envoie pas ça ailleurs. Donc nous demandons à l'État de nous aider. Après plusieurs déplacements, ces marieuses ont entamé une autre négociation avec le gouvernement en vain. Ils ont dit qu'ils vont vous donner quelque chose pour vous calmer jusqu'à la construction d'un nouveau port pour vous à Timinitaï. Ceci étant, si on vous prend, acceptez. Certaines de vos camarades de petits bateaux sont à Timinitaï. Celles de l'hôtel Noum sont venues s'y ajouter, ce qui fait 180 personnes. Ils disent ne pas faire partie de ce groupe de déplacés. D'après eux, leur travail ne convient pas au débarcadère de Timinitaï. Vraisemblablement, les opérations de déguerpissement ont pignon sur rue à Conakry. C'était donc un reportage signé Fatmata Bintabari, Ibrahima Sori et Kamara. Remise de diplôme aux étudiants de l'université Amadou Dieng de l'Abbé. L'émotion était palpable chez les récipiendaires qui ont été gratifiés de la présence des autorités de la ville, des parents ainsi que de la fondation, des encadrants également de l'école. Les deux promotions portent le nom de Madifine Diané, gouverneur de la région. Alpha Ousmane Ba
Mamadou Kossasso. Ils sont 168 à recevoir un diplôme qui marque la fin de leur cursus universitaire et en formation professionnelle. Ces récipiendaires sont partagés dans diverses filières du campus Université Amadou Dieng de Labi. Cette cérémonie officielle de remise de diplôme aux lauréats des 10e et 11e cohortes de licence fondamentale et professionnelle du campus universitaire de Labé et à ceux des 7e et 8e cohortes BTS de l'Institut de formation professionnelle de Labé. Les étudiants diplômés, accompagnés des proches, ont été marqués par des moments de joie, de plaisir, mais aussi de larmes, après avoir reçu le précieux document qui les ouvre les portes du marché de l'emploi. Ces 3 ans de formation m'ont servi quelque chose. Ça a été un honneur pour moi d'étudier à Amadou Dieng. C'est pas facile, mais il faut augmenter du courage et permettre tout un chacun de faire ce qu'il veut dans la vie. Mes amis m'ont montré beaucoup d'amour. Ils m'ont aimé. Les encadreurs aussi m'ont montré beaucoup d'amour. Le diplôme, c'est comme une clé qui nous ouvre des portes vers l'avenir. Donc nous considérons que l'avenir, on a franchi un grand pas. Donc c'est en quelque sorte, nous sommes vraiment heureux. C'est de considérer le diplôme comme un outil et non de garder le diplôme, parce que beaucoup le disent déjà qu'il n'y a pas de travail dans le pays, mais ce n'est pas vrai parce qu'on voit même des étrangers qui viennent travailler en Guinée. Pour la fondation de l'université Amadou Dieng, c'est une vocation qui se matérialise avec la confiance des parents dans la formation de leurs enfants. Et c'est ce qui est notre vocation à nous, c'est de former l'élite, c'est de former les futures générations pour que notre pays ne manque jamais de cadres compétents qui vont assurer notre développement, qui est une chose perpétuelle. Et nous remercions toutes les populations de l'Abbé qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs fils. Et nous les remercions et nous leur garantissons notre éternel dévouement en ce qui concerne la formation de leurs enfants. Surpris de voir les 2 promotions sortantes porter son nom, le gouverneur de l'Abbé dépassé et gagné par l'émotion. Aujourd'hui, vous m'offrez des enfants. Alors accordez à mon nom que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste, que Dieu vous dirige dans la bonne voie. Cela n'a pas de prix pour un homme que je suis. Je ne suis qu'un homme. En présence de toutes les autorités et leurs familles, les nouveaux diplômés ne se sont pas privés de quelques pas de danse avec la voix de Mekparaya Baldi. L'émotion chez le gouverneur de la ville de la région de l'Abbé. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel se sont ouverts mardi à Conakry. Les membres se sont autosaisis de 4 thématiques qu'ils considèrent importantes pour le développement. Ils vont s'y atteler durant 6 mois pour aboutir à des recommandations qui seront soumises à l'Assemblée nationale au président de la République. Djibril Ba, Tierno Sadoba. C'est la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel au cours de cette année. L'environnement étant une préoccupation mondiale ne laisse pas indifférents les conseillers au nombre de 45. L'institution veut œuvrer à sa manière pour la protection du couvert végétal. Déjà, elle bénéficie d'un appui. Une ONG française, Bureau d'études projection, a été retenue par l'Agence française de développement AFD et le gouvernement guinéen dans le cadre d'un appui au renforcement de capacité du CESEC en matière de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Il n'y a pas que l'environnement. Dans le secteur du transport maritime et celui infrastructurel, ces conseillers veulent jouer leur partition en faisant des recommandations au chef de l'État et à l'Assemblée nationale. Le transport maritime, comme vous le savez, avant, tu pouvais quitter ici pour aller à Boké avec le bateau. Aujourd'hui, on n'a aucun bateau ici. Et qu'avec le problème d'embouteillage aujourd'hui à Conakry et l'état des routes de nos villes à l'intérieur du pays, ça se dégrade tous les jours. Mais si nous avons des bateaux qui naviguent à travers nos eaux, ça va favorablement aider les populations à effectuer les déplacements à travers notre pays, à travers le pays,
sans aucun problème. Le ministre d'État chargé des relations avec les institutions républicaines apprécie comme d'habitude cette démarche du CESEC. Il ne manque pas de rappeler ce que représente le secteur agricole pour le pays. On relève l'importance du secteur agricole dans le développement du pays, où il occupe quelques 80% de la population active, donc comme une source de croissance économique fondamentale des documents de politique, dont le plan national de développement et le plan national de développement agricole, et aussi de stratégie de réduction de la pauvreté, phénomène important pour l'ensemble des acteurs publics et privés, mais aussi pour les partenaires au développement. Cette session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'ouvre dans un contexte de crise sanitaire. Les conseillers ont exprimé leur implication dans le cadre de la sensibilisation et à l'observation stricte des mesures sanitaires. Un véritable doyen, il en est à ce jour à ses 50 années de carrière dans le journalisme guinéen. Justin Morel Junior, JMJ, pour les intimes, se dit satisfait du journaliste qu'il a été durant toutes ces années. Il regrette cependant certains comportements dans le milieu journalistique qui, à ses yeux, sont contraires à l'éthique et la déontologie du métier. C'est pourquoi JMJ invite les jeunes journalistes à beaucoup plus de professionnalisme. André Moussiemi Limono, Abaka Kekebangora. Un demi-siècle à exercer le métier de journalisme en Guinée n'est pas donné à tout le monde. Pour Justin Morel Junior, le secret de sa réussite réside dans le courage et la détermination qui l'ont animé tout au long de sa carrière. Avoir le courage qu'il faut, savoir que tout passe et que tout s'efface, mais qu'il faut savoir rester soi-même en travaillant son propre esprit à mieux faire, à traverser les épreuves et à pouvoir continuer avec toutes les possibilités qui vous sont offertes. Quand on sait et on sent qu'on a du talent dans un domaine, il ne faut pas hésiter, il faut aller creuser et aller jusqu'au bout. Voilà ce à quoi 50 ans peuvent servir. Le journalisme est un métier noble selon ce journaliste qui a, durant des années, égayé le public guinéen. Il ne cache pas sa déception face à l'attitude de certains journalistes qui, de nos jours, transgressent les principes du métier. C'est la vérité qui doit nourrir le journaliste, pas l'argent qu'il rencontre au carrefour selon les occasions. À mon avis, la part de dignité doit toujours être la plus grande dans le comportement du journaliste. Justin Morel Junior reste tout de même confiant quant à l'avenir de ce métier de journaliste en Guinée. Mais pour y parvenir, il formule quelques recommandations aux nouvelles générations. Il y a des efforts à fournir. Il faudrait que les jeunes fuient la facilité des mélodies pour s'intéresser à la texture des paroles, à leur profondeur, à leur ancrage sur les questions sociétales, afin que leurs œuvres traduisent davantage les préoccupations de nos populations. Se prononçant sur le cas du journaliste Amadou Djoulde Diallo, Justin Morel Junior a regretté le fait qu'un journaliste soit incarcéré pour ses dérives. Il estime que la grandeur d'un pays, c'est dans l'utilisation intelligente de ses enfants. L'exploitation minière dans la région de Bokeh affecte considérablement le quotidien des populations, alors que l'agriculture et la pêche, autrefois activités principales, disparaissent peu à peu. La résilience de ces braves femmes est à toute preuve. Tenez, à Tumbeta, dans Kamsa, des centaines de femmes se sont reconverties en casseuses de pierre. Un travail physique pénible et visiblement dangereux pour leur santé et l'environnement. Ce grand format de la rédaction dans la rubrique Notre Angle est signé Mafoudia Bangora, Ibrahima Soroy 5 Souma. Des tas de sable à perte de vue. Il vient de là, de ces trous creusés minutieusement à la main. Nous sommes à Dougoula, dans Tumbeta, une localité de Kamsar. Avec leurs pelles, picasses, vannes et autres matériels, des centaines de femmes se retrouvent ici, 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil.
gi société to fa dugula ina ka bende ko e fare mala monu wala mayilina singe ko ina kam ko bane na dese e bende tambiri malande na kandi. C'est une société venue ici à Dougoula qui a déversé une grosse quantité de sable. On était dans les trous. On s'est dit qu'il ne faut pas rester et regarder cette grosse quantité de sable sans rien faire. On a transporté tout ça sur les têtes. Lorsqu'on atteint les graviers, on les casse, les filtre et on dépose au bord de la route. Ce sont les constructeurs de maisons qui payent. À l'origine, Kamsar est un petit village de pêcheurs situé au nord-ouest de la Guinée et à environ 3h30 au nord de Conakry, la capitale guinéenne. Dans ce centre industriel de la Compagnie des bauxites de Guinée, les communautés ne sentent pas les retombées de l'exploitation minière. Même avec cette richesse que Dame Nature leur a offerte, ces femmes sont contraintes de se battre au quotidien pour survivre, avec ce qui est à portée de main. Nous souffrons. Sinon, il n'est pas convenable pour une femme de faire ce genre de travail. Mais que faire avec des enfants qui sont allés à l'école mais qui ne gagnent pas de boulot? Tu ne peux pas rester les bras croisés. Effectivement, ce travail est épuisant. Il faut de l'énergie pour le faire, du soleil, de la poussière surtout. Cette poussière inhalée toute la journée menace dangereusement la santé de ces femmes. Elles le savent, mais se disent impuissantes. Quand nous terminons, on achète des médicaments, des produits contre les douleurs musculaires. On boit aussi du lait pour prévenir les méfaits de la poussière. Tout ça pour ne pas tomber malade et être empêché de gagner de l'argent. Beaucoup de femmes sont venues, mais elles n'ont pas pu tenir. Elles ne pouvaient pas creuser et transporter. Le travail est énergique. Ça demande beaucoup d'énergie. Nous sommes obligés de prendre des médicaments. Il y a des malades et d'autres ont pris de l'âge. En plus, c'est aussi une question d'habitude. L'exploitation minière a impacté négativement les activités agricoles ou encore la pêche. Les hommes qui rapportaient de l'argent ont vu leur affaire chuter. Soutenir la famille, faire face à ses propres besoins, c'est entre autres des éléments qui motivent Salematou Bari. Mes enfants sont à l'école. C'est grâce à ce travail que je m'occupe d'eux et de moi-même. C'est grâce à ce travail que je peux être parmi mes semblables. Sinon, comment répondre présent aux activités familiales? Je ne veux pas dépendre des gens. Avec ce travail, je suis crédible. Ça m'est d'une grande utilité en ce moment. Je peux gagner jusqu'à 2 millions ou 2 500 000 parfois 1 500 000. Mais je préfère ça, car je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas été à l'école. Ce travail, scolarisé ou pas, tout le monde peut le faire. Creuser, casser et transporter, ça je peux le faire. Le respect du contenu local devait garantir le travail pour la jeunesse des régions touchées. Mais le manque d'application de ce texte et le faible niveau d'études des jeunes expliquent le taux élevé de chômage dans ces zones. L'autre combat de ces femmes est d'offrir une formation aux enfants afin qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi plus tard.
Nous sommes dans la poussière, mais on ne peut pas rester. Nous n'avons pas été à l'école. On veut le contraire pour nos enfants. De nos jours, quelqu'un qui n'a pas étudié est perdant. Nous avons compris cela. Les sociétés sont là, mais impossible d'employer nos enfants à cause du manque de formation. À quand la préservation de l'environnement pour sauver des activités comme l'agriculture et la pêche, autrefois activités principales de cette localité? Dans l'immédiat, des tentes de repos bien aménagées ne seraient pas de refus pour ces femmes condamnées à subir la mauvaise répartition des richesses du pays. Un grand format qui interpelle nos pouvoirs publics. C'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Les infos continuent sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.